Bon, bonsoir à vous. Vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le vendredi 26 avril 2004 et il est 23h24. Alors je vais vous lire le 10e épisode de mon livre Quand la France s'éveillera et nous sommes maintenant au chapitre 8 qui s'intitule Les élections présidentielles. Dès le 15 mars 2024, il apparut que les élections présidentielles étaient indispensables pour éviter une véritable révolution et même une guerre civile. Les partis traditionnels n'avaient plus aucune influence sur le peuple qui restait en bloc, qui rejetait en bloc tout ce qui avait été officiel dans le passé. Seuls les leaders des partis souverainistes, anciennement rejetés dans les poubelles de l'histoire, avaient grâce aux yeux de l'opinion. D'autant que les chaînes de télévision, dont les audiences s'effondraient constamment, constataient que les interviews et autres émissions où ces complotistes s'exprimaient leur apportaient un regain d'audience, donc des profits supplémentaires. Par ailleurs, l'ARCOM, dont les membres avaient été renouvelés, ne faisait plus dans la dentelle et ne prenait plus ses ordres à l'Élysée, ce qui changeait tout. On avait pu entendre à Arino, chez Léa Salamé, qui avait failli s'étrangler quand celui-ci avait déclaré: Vous avez caché au peuple français pendant des années l'existence des forces d'opposition à l'Union européenne. Vous avez censuré nos analyses, qui malgré tout font pour certaines presque 1 million de vues. Vous avez proféré à longueur d'antenne des contre-vérités, tant sur le Covid que sur l'Ukraine. Il est temps que le peuple de France connaisse maintenant la vérité. Florent Faligot n'avait pas été en reste, ainsi que Durantégon, et au fur et à mesure des jours et des émissions qui leur étaient ouvertes, les partis souverainistes s'affirmaient comme une force de plus en plus présente au sein de la nation. Il était à peine croyable qu'en si peu de temps, un tel revirement ait eu lieu. Même LCI, qui n'avait eu pour objectif que de dérouler à longueur d'antenne le narratif officiel, essayait, sinon de se racheter, du moins de donner quelques gages pour éventuellement préserver l'avenir, en invitant de temps à autre les leaders souverainistes. Le pays était toujours bloqué par des grèves intermittentes et par les agriculteurs, qui étaient de plus en plus enragés. L'inflation prenait l'ascenseur et le pouvoir d'achat l'escalier, mais dans le sens de la descente. Les retraités se retrouvaient dans les restos du cœur qui n'arrivaient plus à faire face. On apprenait que l'Allemagne faisait obstacle à une deuxième tentative de la France de sortir du système européen de l'énergie et que Gérard Le Batelier s'était couché devant la Commission européenne, ce qui avait occasionné en France une énorme protestation avec beaucoup de dégâts et de blessés. Le 28 avril parut le décret de convocation des électeurs qui marquait le début de la période de recueil des parrainages. La date de dépôt des candidatures fut fixée au 24 mai 2024 et le premier tour de l'élection présidentielle au dimanche 30 juin 2024. Le deuxième tour fut fixé au dimanche 28 juillet. Les conditions demandées par le PRU et les autres partis d'opposition furent toutes acceptées. Il y eut une joute verbale assez violente au sein de la commission électorale entre le représentant de FLI et de CLF et PRU au sujet des temps d'antenne qui étaient auparavant en équité avant la campagne et en égalité pendant la campagne, ce qui assurait aux partis avant la campagne présidentielle une audience en fonction de leurs résultats aux élections antérieures. La suppression de cette différence de traitement entre
entre les moments précédant l'élection, demandés par les souverainistes et les petits partis, pour ne tenir compte que d'une stricte égalité, n'arrangeait pas FLI, et il n'en voulait pas. Cette attitude fut portée à la connaissance du public par mes soins, qui fournit l'information aux réseaux sociaux, ce qui entraîna une bronca dans Paris, forçant FLI à abandonner la bataille. La période d'avril au 24 mai fut très chaotique. Les agriculteurs étaient à fleur de peau, car ils n'avaient pas obtenu de l'Union européenne, et le gouvernement français, il n'avait rien obtenu de l'Union européenne, et le gouvernement français semblait totalement dépassé. Les syndicalistes de la FNSEA étaient attaqués et ne pouvaient plus se montrer en public, sans être conspués copieusement. Le pays fonctionnait au ralenti, comme suspendu dans le vide, attendant en retenant son souffle que quelque chose arrive et lui donne un nouvel élan. L'Union européenne semblait avoir mis la pédale douce, et on n'avait plus de déclarations provocantes de la Commission, ni de l'Allemagne, qui se débattait aussi dans les pires manifestations qu'elle ait connues depuis la guerre. Les retraités français retenaient leur souffle. Bruno Le Père, ayant déclaré que la France serait vraisemblablement obligée de procéder temporairement à une révision des pensions et retraites si elle ne voulait pas être en défaut de paiement à la prochaine échéance de la dette. Le chômage était en très forte hausse. Nous frôlions les 15% officiels. Nous avions arrêté officiellement de donner de l'argent à l'Ukraine, ce qui avait mécontenté Madame van der Leyen, qui malgré tout était convenue que la France, dans l'état actuel des choses, pouvait temporairement être dégagée de son aide à l'Ukraine. Ukraine qui d'ailleurs essuyait défaite sur défaite, et dont le potentiel militaire et humain était réduit à peau de chagrin. Les médias en parlaient maintenant sans langue de bois, et on commençait à entendre des exhortations à l'arrêt de cette guerre atroce et imbécile. C'est dans cette ambiance de fin de règne que commença la quête au parrainage. Voilà pour le 10e épisode de Quand la France s'éveillera. Merci de m'avoir écouté et à demain, j'espère.